sur C2L. Oui, vous avez pu vous apercevoir qu'on avait un peu débordé, mais ce matin, beaucoup d'actualités, beaucoup d'invités. On va évoquer justement et rester dans l'actualité la plus immédiate, puisque cet après-midi, un peu partout sur le territoire national, vont se dérouler une nouvelle manifestation contre la loi El Khomri, la loi dite travail. En ce qui concerne ce département, 3 manifestations annoncées, notamment à Gien, Orléans et à Montargis. C'est à partir de 14h30, notamment cet après-midi du côté de la place du Paty à Montargis, je le disais. On a autour de la table 3 jeunes qui vont cet après-midi manifester du côté de la place du Paty, à savoir Victor, Fanny, Édouard. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Particularité, vous êtes tous membres de la jeunesse communiste, c'est ça ? Oui. Alors votre idée, je ne sais pas si vous avez déjà manifesté le 31 mars dernier, et puis ensuite le 9 avril, etc. Enfin aujourd'hui le 9 avril, mais les manifestations précédentes. On dit tout et n'importe quoi sur celles et ceux qui viennent dans les cortèges en disant mais non, les jeunes ne sont pas du tout concernés par cette loi de travail. Les jeunes manifestent parce que ils ont envie de manquer les cours. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui avancent ce type d'arguments ? D'abord d'aller rencontrer les jeunes et de voir un peu ce qu'ils ont à dire. Parce que les jeunes, on s'en est rendu compte, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils se rassemblent devant les lycées, ils bloquent parfois leur lycée. Il y avait 6 lycées qui étaient mobilisés le 31 mars à Orléans. Donc il y a un réel mouvement de la jeunesse et qui a des revendications, qui revendique le retrait de la loi El Khomri, parce que effectivement ça touche directement les jeunes, ça touche les jeunes travailleurs, ça touche les étudiants, parce qu'un étudiant sur 2 se salarie pendant ses études, et ça va toucher les lycéens très rapidement, puisque bien évidemment cette loi va pas être retirée quand tous ces jeunes ils vont arriver dans le monde du travail. Donc ces jeunes, tels qu'on les a rencontrés et tels qu'on les voit manifester dans la rue, ils ont énormément de choses à dire et ils sont largement conscients de ce pourquoi ils sont dans la rue. Alors on va venir justement, on va essayer de décrypter une loi qui fait je crois 260 pages, bien sûr très difficile à décrypter pour celles et ceux qui sont pas habitués à ce genre d'exercice. Je voudrais juste pour celles et ceux qui nous écoutent, et vous allez très certainement commenter aussi ces quelques chiffres. Priorité affichée du mandat François Hollande, les jeunes n'en finissent pas de pâtir de la crise. Alors on a très souvent des commentateurs qui expliquent que bien la jeunesse se retrouve parfois même au-delà de la loi El Khomri dans une situation où le ras-le-bol a pris le pas. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres d'un avis du Conseil économique, social et environnemental, le CES, qui a publié fin mars une étude assez alarmante sur la situation des jeunes. Près de 2 millions des jeunes actuellement sont sans diplôme, sans formation et sans emploi. Près d'un jeune actif sur 4 actuellement au chômage, contre 10% de la population française. Ce rapport note notamment que près de 700 000 jeunes de moins de 25 ans étaient sans emploi en janvier, contre 659 000 un an plus tôt. Et 3 ans après la sortie du système scolaire, un jeune sur 5 est encore à la recherche d'un emploi. Un jeune sur 3 surqualifié par son emploi. On le disait très souvent, quand on fait des études, on est obligé de travailler. Les jeunes sont près de 4 fois plus souvent en contrat à durée déterminée que leurs concitoyens âgés de plus de 30 ans. Un jeune sur 5, et ça c'est assez terrible, puisque c'est quand même la génération future, vit sous le seuil de pauvreté. 20% des jeunes femmes et 18,7% des jeunes hommes vivent avec moins de 987 € par mois. Et on le disait, la précarité des moins de 25 ans est aussi la conséquence de la précarité de leur situation professionnelle. À cela s'ajoute bien sûr l'accès aux soins, qui est assez dramatique pour ce qui concerne la jeunesse. Quand je vous donne ces chiffres, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut aussi aller cet après-midi, comme un peu partout sur le territoire national, manifester parce qu'il y a aussi cette situation-là ? Tout à fait, c'est un ras-le-bol général. Tu l'as dit très bien. La loi fait 284 pages, donc personne peut la lire en entier. Il y a quelques notions clés, quelques recommandations fortes qui fait qu'on va s'opposer. Mais plus largement, il y a un ras-le-bol de la précarité. La précarité, on la vit au quotidien. Ça donnait les chiffres du chômage. Ces chiffres encore, faudrait les réévaluer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui en fait sont pendant les chiffres du chômage parce qu'ils sont pas inscrits à Pôle emploi, parce qu'ils alternent finalement des petites missions courtes de 1 ou 2 semaines, donc ils sont considérés comme actifs alors qu'en réalité ils s'en sortent pas. Le seuil de pauvreté, on peut travailler, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent tous les jours finalement, mais à mi-temps, c'est un mi-temps forcé, et donc on travaille, on est sous le seuil de pauvreté. Donc oui, il y a un ras-le-bol général. Et finalement, le fait de voir les copains des lycées, les étudiants, les jeunes travailleurs, les jeunes chômeurs se mobiliser, c'est un effet boule de neige finalement. Bah oui, enfin, les copains, ils commencent à se bouger, donc moi aussi je vais y aller. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Au bout d'un moment, la coupe est pleine, quoi. On nous avait promis, sous le mandat de Hollande, que à la fin du mandat, les jeunes vivraient mieux qu'au début. C'est pas le cas.
la situation elle s'aggrave et ça on le ressent très nettement. Je rappelle même que c'était, je crois savoir, une des priorités du candidat à l'époque, à savoir François Hollande. Quand vous entendez celles et ceux qui disent oui mais on comprend pas pourquoi les jeunes qui sont même pas rentrés dans le marché du travail déjà manifestent entre guillemets pour leur retraite ou pour leur salaire. Quand on voit ces chiffres-là, on peut que s'inquiéter. Si aujourd'hui on se retrouve à une génération de 43 ans à travailler, on imagine par exemple pour ce qui vous concerne vous, je sais pas quel âge vous avez, il va falloir vous travailler jusqu'à 75 ou 80 ans. Oui, déjà les jeunes qui sont pas entrés dans le marché du travail, Victor l'a dit, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent. La moitié qui travaillent tout le long de l'année, plus si on rajoute les jobs d'été, c'est les 3/4. Les lycéens, on leur a demandé, ils ont fait des stages à la 3e. On les rebaratine tout le lycée sur l'orientation, sur leur avenir professionnel, sur comment faire des CV. Donc, ils connaissent le milieu du travail, les jeunes. Ils ont aussi leurs parents qui sont salariés. Ils voient ce que c'est de rentrer le soir fatigué, exténué. Donc, c'est pas quelque chose qui leur est étranger du tout. Et bah oui, la retraite, ce qui se dit, c'est quand même, est-ce qu'on toucherait une retraite ? Parce qu'avec toutes les attaques qu'on se prend, est-ce que arriver à l'âge où on pourrait normalement toucher la retraite, est-ce que ça y sera encore ? Est-ce qu'on sera pas amené à être obligé de prendre des complémentaires privés, comme aux États-Unis, des fonds de pension et tout ? Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un mouvement. D'ailleurs, il est temps de bouger là, de mettre un stop. Ça suffit avant que les droits soient totalement grignotés, totalement détruits. Victor ? Oui, effectivement. On a une jeunesse qui se mobilise, mais pas pour rien. Enfin, on est directement concerné par ce mouvement. Les lycéens, ils sont concernés. Parce que finalement, l'entrée dans le monde du travail, c'est un avenir à très court terme. C'est dans quelques années. C'est quelque chose qui va être concerné directement. Et finalement, les jeunes, ils vont subir cette loi. Ils vont en subir les conséquences. Donc c'est pour ça aussi qu'on se mobilise, parce que on est bien conscient que c'est l'ensemble de la jeunesse et c'est finalement l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui sont concernés par cette loi. Ce chiffre, là, un jeune sur 3 surqualifié pour son emploi, c'est-à-dire qu'on était dans une perspective, à ma génération par exemple, où on disait mais fais des études et si tu as des diplômes, tu auras un travail. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on peut effectivement être bac plus 5, plus 6, plus 7, voire plus, à se retrouver à avoir des boulots où on est sous-qualifié. Quand je vois par exemple un prof bac plus 5 qui aujourd'hui commence sa carrière à 1 600 €, va la finir peut-être à 2 000, on s'imagine que même quand on est dans le monde du travail, là aussi il y a la question du salaire qui est assez prégnante quand même. Bah oui, il faut payer un logement, faut payer la bouffe, faut payer le transport. Ouais, un prof, il fait bac plus 5, il passe un CAPES, un concours assez ardu. Et non, il commence pas à 1006. Moi, c'est mon cas. Je suis une titulaire. J'ai commencé à 1003 l'année 10 stagiaire. Donc et pourtant, on estime qu'on est favorisé comme ça parce qu'on a un emploi stable. Stable avec tout ce qui a limite de tout ce qui est mutation, etc. C'est le CDI, le fait de pouvoir s'installer, de pouvoir du coup imaginer sa vie, se projeter, c'est quelque chose d'extrêmement dur. On a l'impression que ça Edouard, n'existe plus. Je vais juste te dire que déjà le CDI pour la majorité des gens qui accèdent au travail, c'est déjà de plus en plus compliqué. Mais alors, pour ce qui concerne la partie de la jeunesse, le CDI est loin d'être. Alors, le CDI, c'est un petit peu le miroir, c'est la carotte. Dans beaucoup de taf, effectivement, les jeunes, on va accumuler les CDD, on va faire des heures sup, y compris non payées, parce que derrière, ce qu'on va vous promettre, c'est au bout de 2-3 CDD de vous mettre en CDI. Et en fait, il arrive quasiment jamais le CDI. Alors, en plus, pourquoi je parle du CDI, c'est que il faut le mettre en perspective dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que quand on n'a pas un CDI, pas d'accès au logement. Bah non, parce que on fait une caution. Et la caution, c'est les parents. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est toujours pas autonome. C'est le problème, c'est que le CDI, c'est pas un CDI pour avoir un CDI, c'est pour pouvoir faire des prêts, accéder à un logement, à une voiture, à une assurance, à tout ce qu'on veut finalement. Si on n'a pas de CDI, on reste précaire, donc on reste toujours tributaire de nos parents. Pas d'autonomie. Donc derrière aussi, c'est la question de l'accès à la citoyenneté. Comment est-ce qu'on peut être un individu, un citoyen responsable, autonome, qui s'épanouit, si on est toujours ramené à notre condition de jeunes précaires, toujours dépendants de ses parents? Combien de jeunes vivent encore à 27, 28 ans chez leurs parents? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement. Je vais me tourner vers Fanny, qui n'a pas parlé encore. Fanny, lycéenne peut-être, ou étudiante? Non, oui, je suis en L1 Histoire. En histoire, donc, à l'université. Oui, c'est ça. Je donnais ce chiffre où, parfois dans la société française, on s'aperçoit que il y a toujours cette question récurrente de la différenciation de salaire, si on est une femme ou si on est un homme, à diplôme égal. Là, on voit que la précarité, notamment chez les jeunes, elle touche plus fortement encore les femmes. Est-ce que ça, c'est aussi des raisons qui vous amènent à manifester aussi cet après-midi?
Pas réellement, moi c'est vrai que je manifeste aussi beaucoup parce que la loi nous concerne tous et c'est surtout pour l'avenir des jeunes. Parce que personnellement, comme je veux devenir professeur d'histoire-géographie, c'est un des rares métiers où il y a une parité, ou même dans les salaires, il y a une parité égale. Enfin, l'homme et la femme gagnent exactement le même salaire, ça change juste au niveau des grades, de l'ancienneté. Sur la question justement de la loi El Khomri, vous allez manifester tout à l'heure. Il y a des choses que vous avez pointées qui, à vos yeux, paraissent dangereux pour le devenir de celles et ceux qui font la nation de demain. Victor ? Alors oui, tout d'abord, on nous dit que cette loi, elle est faite pour l'emploi. Et puis finalement, cette loi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle facilite les licenciements. Donc ça va être un effet qui est totalement contraire à ce que le gouvernement nous dit. Ça va réduire l'emploi et ça va au contraire accroître le chômage. Et puis les conditions de ces emplois, elles seront totalement insatisfaisantes. C'est-à-dire que finalement au niveau du temps de travail, il y a sous certaines conditions une semaine peut passer à 60 heures. Donc ça c'est des choses qui sont pas acceptables. Même le temps de repos, le temps de sommeil qui doit être de 11 heures, voilà, il pourra être fragmenté. Donc c'est-à-dire qu'on peut travailler 5 heures après avoir terminé le travail la veille. Donc tout ça fait une vie d'esclave pour les travailleurs. Donc c'est des choses qui sont totalement inacceptables et c'est pas la vie qu'on a envie de vivre. Et puis tout ce qui est aussi démantèlement du code du travail, le fait que les accords puissent être pris au niveau de l'entreprise et plus au niveau de la branche, ce qui fait que le code du travail devient accessoire et ça affaiblit le rôle des organisations syndicales. Ça pose aussi la question de la démocratie sociale. On est censé être dans une démocratie sociale avec des travailleurs qui ont des droits. Le fait d'être producteur, ça vous donne une place, le fait d'être travailleur dans la société. Et là, on se pose la question, mais la démocratie sociale, c'est quand même un des piliers de notre République. C'est un héritage de la résistance. Et qu'est-ce qu'il en est finalement ? On revient un siècle en arrière, toutes les conquêtes de nos aînés, elles ont disparu. Du coup, quelle place on a nous en tant que citoyens ? Oui, parce que le code du travail, c'est celui qui fédère effectivement sur l'ensemble du territoire national le rapport au travail, et les dispositions qui s'y y a à faire. Or demain, visiblement, j'ai pu comprendre que on aurait peut-être un code du travail par entreprise ou par branche. Et dans les entreprises, les petites entreprises où il n'y a pas de syndicat, où on est 4 employés face au patron, quelle force on a pour négocier ? Aucune. Il y a énormément de PME finalement dans le commerce, dans les services et tout, où s'il n'y avait pas des accords par branche et un code du travail pour cadrer tout ça, les salariés qui sont déjà énormément exploités, des heures sup non payées, des CDD en veux-tu en voilà, s'ils n'avaient pas ça finalement ils n'auraient rien. Et là le peu qu'ils ont finalement on leur enlève. Donc c'est toute une catégorie de la population et ça ces emplois dans les PME, dans tout ce qui est vente. Job McDo, typiquement, c'est des emplois occupés majoritairement par des jeunes. Donc c'est des jeunes qu'on prive de cette démocratie sociale, qu'on prive aussi de ses droits élémentaires. Parce qu'en fait, si je vous écoute bien, pour rétablir un peu celles et ceux qui essayent de dénaturer le fait que les jeunes participeraient, c'est de se dire aujourd'hui, je suis jeune, parfois j'étudie, je commence à travailler ou je travaille pas encore. L'idée, c'est que si demain ces dispositions arrivent et sont votées, nous on va être demain directement impactés, c'est ça ? L'idée, c'est pas de se dire aujourd'hui, je travaille peut-être pas, mais demain, je serai un travailleur et je serai soumis à ce code et puis ou à ces dispositions. C'est même déjà aujourd'hui dans la situation actuelle. Quand je travaillerai ou si je travaille, ma situation, elle est extrêmement compliquée, elle est critique. Et au lieu de me sauver, finalement, on me met la tête sous l'eau. Donc c'est juste invivable. Faut bien comprendre le ras-le-bol. Quand on voit les lycées bloqués, les facs aussi bloqués, alors qu'il y a les examens qui approchent, il y a le bac, il y a les partiels et tout. Si les jeunes sont prêts à mener une telle lutte, c'est qu'ils se rendent bien compte de l'urgence de la situation. Alors justement, vous qui êtes un peu sur le terrain depuis un mois ou voire plus, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes en fait ? Parce que j'ai le sentiment quand même qu'on parle beaucoup à leur place. Beaucoup de commentaires de gens qui parfois ont été étudiants il y a 30 ou 35 ans ou 40 ans ou qui étaient jeunes il y a 30 ou 35 ans. Qu'est-ce qu'ils disent des jeunes que vous côtoyez ? En gros, est-ce qu'ils font tous de la politique ou ils ont tous le sentiment de faire de la politique ? Ils ont tous le sentiment de réaliser dans la situation dans laquelle on va être demain, c'est ça ? C'est pas forcément faire de la politique. Enfin, de fait, ils font de la politique, mais c'est pas forcément cette conscience-là. C'est l'impression chez les jeunes, ça se voit notamment chez les lycéens, de faire quelque chose de collectif. Et ça change. C'est quelque chose que on fait. Ils font pas d'ordinaire. Et là, tout d'un coup, hop, c'est tout le lycée qui va partir en manif. C'est tout le lycée qui va bloquer. Le fait tout d'un coup de, c'est tous ensemble qu'on va pas se laisser faire. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est un moment fondateur en tant que citoyen. Victor ? Et c'est ce qui ressort depuis le début de ce mouvement social, parce que c'est parti avec ce slogan « On vaut mieux que ça », et c'est pas innocent.
c'est bien le projet collectif, et surtout, on veut pas de cette vie qu'il nous prépare, on veut pas de cette vie de misère. Et ce mouvement social, il est depuis le départ un grand mouvement collectif. Il est démocratique. Dans les assemblées générales étudiantes, on décide démocratiquement de ce qu'on va faire, de la suite des mouvements. On décide est-ce qu'on fait des blocages ou pas, est-ce qu'on est légitime à le faire. C'est toujours des débats qui reviennent et c'est normal. Et finalement, dans les manifestations, on retrouve énormément de jeunes parce que les jeunes, finalement, ils sont en train de s'approprier ce mouvement. Et ce mouvement, finalement, c'est aussi le mouvement de la jeunesse. Et ce qui est vraiment marquant, c'est dans les slogans. On sent qu'on a peu eu les slogans classiques des manifs. Il y a énormément dans les banderoles, dans les chants. On reprend des phrases de rap. À Orléans, le grand truc, c'est on n'est pas tout seul, mais alors à Paris, il y en a plein d'autres et tout. Et c'est aussi une manière pour les jeunes de se réapproprier le mouvement. Voilà, ils font pas reprendre les codes de leurs aînés, ils imposent leurs propres codes. Alors des fois, ça peut être provocateur, des fois, ça peut être trash, marrant, ça peut apparaître décalé, mais c'est une manière de se réapproprier et aussi d'être acteur. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi qu'il y a, parfois c'est aussi assez commenté de cette manière-là, où on dit la jeunesse se retrouve pas dans les partis politiques classiques, il y a un rejet de la classe politique, ceux qui dirigent ce pays voient l'Assemblée nationale, le Sénat sont pas représentatifs de ce qu'est réellement la société française. Ça aussi, c'est des choses qui viennent dans le propos. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a ce mouvement debout là qui prend un peu d'ampleur un peu partout. Je sais que du côté d'Orléans, place des Mark III. Je sais pas si c'est aussi important que la République. J'ai eu l'occasion d'y aller où j'ai vu toute une série de gens qui viennent. Comment vous voyez tout ça, vous ? On est allé à celle la nuit debout de Orléans, et c'est vrai qu'à Orléans, malheureusement, le soir où on y allait, il a plu, du coup il y avait très peu de gens. Mais en fait c'est divisé en petits groupes, il y a des débats, etc. Ça peut être super intéressant, mais le temps ne l'a pas trop permis le soir où on y a été. Orléans, ça peine un petit peu à démarrer, mais là, il y en a une grosse qui est prévue justement après la manif à Orléans, donc il y a espoir que ça marche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rejet de la politique effectivement classique, se limiter à voter une fois tous les 5 ans pour un candidat qui applique même pas son programme, qui était pourtant pas ambitieux, ça entraîne un sentiment de rejet. Mais en même temps, nous, on voit dans la mobilisation énormément de jeunes qui nous rejoignent, des lycéens, des étudiants, des jeunes travailleurs. Nuit debout, c'est aussi une manière de faire de la politique autrement, mais en fait il y a une envie, je pense, de faire de la politique, mais une envie de la faire autrement. Ça passe par une mobilisation sociale, ça passe par aller voir avec les gens, et finalement on renouvelle la notion de démocratie en rappelant que c'est pas juste une élection, que la démocratie finalement c'est s'engager, c'est participer dans la vie, dans la société. Donc ça peut passer par des jeunes qui rejoignent des organisations politiques de jeunesse et qui apportent aussi quelque chose de nouveau dans les pratiques, dans le fonctionnement, etc. Ça peut passer par des choses comme Nuit debout. Et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas deux modèles qui s'opposent, c'est que les deux se rejoignent. Et à Paris, ça marche très bien Nuit debout, parce qu'ils arrivent à s'associer avec d'autres structures militantes existantes, comme le DAL, etc. Mais est-ce que le fait qu'on libère déjà la parole, parce que les jeunes ont le sentiment d'être jamais écoutés, ils ne parlent pas beaucoup aux uns et aux autres, c'est eux qui viennent parler pour eux à la télévision une fois de plus, ce ne sont pas eux-mêmes. Est-ce que vous avez le sentiment que déjà, même s'il y a un rejet des partis politiques classiques, l'idée déjà de se mettre en tas, entre guillemets, et de se retrouver, d'évoquer toute une série de questions, c'est déjà quelque chose qui est porteur pour vous ? Oui, c'est porteur, oui. Mais ça se trouve, Nuit debout, c'est peut-être la version de l'aspect médiatique, parce qu'on voit des grands rassemblements la nuit, mais ça, on le retrouve à chaque blocage de lycée. Dans chaque manif, finalement, on voit en marge des slogans, on a un groupe de 4-5 jeunes qui va se mettre à discuter et tout. Ça se fait à plein d'échelles. Et d'ailleurs, c'est peut-être sur les plus petites échelles, là où c'est des groupes de 4, 5, 7, 8, que c'est le plus intéressant. Nuit debout, c'est juste la vitrine. Mais ces échanges, ces temps de discussion, ces moments où on réinvente, ils se produisent partout dans le mouvement. Entre jeunes, des fois entre jeunes et vieux, etc. Mais ça se produit partout. Ça se limite pas à Nuit debout. Nuit debout, c'est vraiment juste l'aspect spectaculaire. Puis en même temps, je dirais que pour certains, on évoque en parallèle ce qui a été le mouvement des indignés du côté de l'Espagne, qui s'est concrétisé par notamment l'élection de Podemos en Espagne. J'ai écouté hier un reportage parce qu'ils ont fait un direct depuis Place de la République où les jeunes disaient, ceux qu'ils interviewaient, qu'ils ne veulent pas avoir recours au système politique. Or, c'est un peu compliqué quand même pour essayer de changer une société si on passe son temps juste à débattre. À un moment, il faut bien être dans les institutions, il faut bien faire quelque chose. Alors, ce qu'il y a, c'est que le système politique, il est très connoté parce que on a une majorité parlementaire, on a des gouvernements qui se succèdent, quelles que soient leurs étiquettes politiques, qui finalement ont fait les mêmes écoles, viennent du même milieu social. Oui, en plus, il y a plus tellement de clivage politique. Exactement. Et finalement, il y a une très grande distance qui est, je crois, de plus en plus grande
entre le gouvernement, entre la classe politique au pouvoir et finalement les jeunes. Donc il y a cette distance qui se marque entre eux et nous, et c'est comme ça que ça s'exprime dans la rue, et c'est comme ça aussi que les jeunes ont envie de faire de la politique, parce que ce que font massivement les jeunes, c'est de la politique, mais simplement on veut pas le faire comme eux ils le font, mais on veut le faire à notre manière. Je rappelle qu'il faut toujours faire un distinguo entre la politique et le politique. La politique, c'est l'organisation de la cité au sens grec du terme, où on s'organise, et le politique, c'est celui qui normalement est censé appliquer ce pourquoi il a été élu. Mais c'est pour ça qu'il faut sortir de ces logiques de représentation. Normalement, le politique, ça doit être le nous. Le politique, l'homme politique, l'élu politique doit représenter un collectif. C'est aussi pour ça que c'est important que les organisations politiques, syndicales, les associations, parce que si on se contente de déléguer le pouvoir sans avoir de structure militante derrière qui agissent, qui élaborent des idées, qui rappellent aux élus aussi leurs devoirs, effectivement, on laissera des hommes avec délégation qui font ce qu'ils veulent. C'est aux citoyens aussi d'être engagés régulièrement sur le long terme, d'adhérer à des structures politiques, syndicales, associatives, ou même des structures qui soient non formelles. Nuit debout, c'est ça finalement. C'est un type d'organisation informelle. Est-ce qu'on pourrait penser justement que cette initiative Nuit debout, ces débats que vous avez au sein des lycées, des facs, c'est un début de prise en compte de ce qu'on peut être et d'être dans ce qui peut être une amorce de la véritable démocratie quelque part? Même si on peut pas rester qu'au stade d'être sur un endroit, débattre et ensuite pas formaliser les choses. C'est un lieu d'expérimentation de la démocratie, d'approfondissement et d'expérimentation. Dans une assemblée générale étudiante, c'est flagrant, mais ça s'observe aussi à Nuit debout. On discute sur comment on fonctionne. Et l'assemblée suivante, finalement, ça a pas marché. Bon bah, on fait comment? Ça a plutôt bien marché. Alors comment on le développe? Ça c'est bien, mais il y a tel problème. Comment on fait? Donc c'est d'approfondissement et vraiment d'expérimentation. On essaye, on innove. Il y a des choses qui marchent pas. En AG, il y a des choses qui marchent pas, des choses qui marchent très bien. Et ben c'est pas grave, on innove. Il y a aussi ça, c'est finalement, on part sur une feuille blanche. Et c'est ce qui rend le truc aussi très très enthousiasmant. C'est pour ça qu'on a des gens qui n'ont jamais milité, qui s'est intéressé que très modérément à l'actualité, qui tout d'un coup se lancent là-dedans. Et c'est peut-être comme ça aussi qu'on lance des processus révolutionnaires. C'est quand il y a des nouvelles formes, de nouveaux espaces, et tout d'un coup des gens s'y engouffrent. Des choses à inventer peut-être. Voilà, c'est peut-être un des pas qu'on peut inventer dans le cadre d'une démocratie qui soit une véritable démocratie dans notre pays. Oui, et finalement, on est qu'au début de ce mouvement, et on ne sait pas ce que ça peut donner. Enfin, tu parlais du mouvement du 15 mai en Espagne, qui finalement a abouti à l'arrivée de 90 députés issus des milieux populaires au sein de l'Assemblée nationale. On ne sait pas ce que va donner ce mouvement-là. Peut-être que on va pouvoir transformer la majorité sociale qui est en train de se créer dans ce pays en une majorité politique. Et ça, en tout cas, c'est quelque chose que nous on souhaite, parce que finalement, on veut pas juste s'opposer, et on veut aussi que les revendications de la jeunesse et finalement des travailleurs dans leur ensemble, ces revendications-là, elles soient portées au pouvoir, et que ce soit surtout les travailleurs eux-mêmes qui puissent les appliquer. Je rappelle que pour aller dans ce sens-là, Victor, l'actuelle maire, la nouvelle maire de Madrid, issue du parti Podemos, a commencé à se faire connaître parce que tous les jours elle se battait pour éviter les expulsions de gens. Comme quoi, parfois, on peut arriver au pouvoir en étant au plus près de ce qui est le réel. C'est pas la majorité des cas, mais ça arrive. Et donc c'est un exemple. Alors il faut faire attention. On a beaucoup associé les indignés espagnols à Nuit debout en France. Le mouvement contre la loi travail, qui n'avait pas démarré, qu'on associait déjà au CPE. Il faut aussi pouvoir s'affranchir de ces expériences pour bâtir nos propres expériences, nos propres modèles. Ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé par le passé, c'est des exemples. On pioche ce qu'on peut, mais on a notre chose à construire. Mais ça a montré que, effectivement, quand on s'y met tous ensemble, on peut arriver à faire des choses. Faut les concrétiser sur la durée. Podemos, il y a de nouveaux défis qui se posent maintenant qu'ils ont eu des succès électoraux. Comment perdurer, comment garder cet esprit-là, parce comment que se après développer. on est confronté au pouvoir et quand on est en exercice, il y a une phrase qui dit l'homme politique il est plus dur que la pierre quand il est candidat, il est plus fragile que le verre quand il est élu. On a un peu la preuve depuis quelques décennies dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut transformer le pouvoir. Il faut pas que le pouvoir échoue à un homme seul ou à un petit groupe d'hommes. Le pouvoir doit être partagé. Il faut que des assemblées, comme on a pu voir sur Nuit debout, dans les facs, tout, existent au niveau des communes, au niveau des collectivités, et des assemblées décisionnelles, pas des assemblées consultatives pour des opérations de com. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir la connaissance qu'ont les gens du monde politique, et notamment les jeunes, où parfois ils ne savent même pas quel type d'élection il y a, qu'est-ce que représentent les dernières élections régionales.
Très souvent, quand on interrogeait les jeunes, ils savaient pas quelles étaient les compétences des régions. Là aussi, il faut qu'il y ait quelque part, on est aussi responsable quelque part tous de la situation dans laquelle on est. On peut pas dire tout le temps les politiques sans jamais à un moment s'y impliquer. Il faut en faire. Hein. C'est pour ça que nous, dans un mouvement de jeunesse politique, la jeunesse communiste, c'est l'idée justement que les jeunes viennent, ensemble on élabore les projets, on discute de l'actualité, de finalement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, il faut s'en saisir. Même si là le mouvement Nuit debout peut partir sur un rejet, il faut qu'on passe du stade du rejet à la situation ne nous plaît pas, saisissons-nous. Prenons le pouvoir finalement. Alors on relève la tête, on vaut mieux que ça, on y va. Justement, Édouard, cet après-midi, donc vous allez manifester à 14h30 du côté de la place du Paty. Vous êtes, pour le rejet de ce texte. Qu'est-ce que vous proposez à part le rejet de ce texte, même si c'est déjà quelque chose d'important? Alors, on a des choses à proposer. Déjà, que le code du travail soit renforcé au lieu qu'on essaye de le détruire, qu'on puisse partager le temps de travail. Donc il y a des revendications, notamment de la CGT, qui demandent les 32 heures. Et ça pourrait permettre vraiment de créer de l'emploi au lieu d'en détruire comme le fait cette loi. On est aussi pour que au niveau de la jeunesse, on puisse vivre mieux. Et pour ça, pour les étudiants, on propose le salaire étudiant. C'est-à-dire que les étudiants, en fait, au cours de leurs études, ils travaillent, ils produisent de la richesse. Et nous, on considère qu'il serait normal qu'ils reçoivent un salaire, et ça c'est possible en créant une nouvelle branche de la sécurité sociale. Donc tout ça pourrait améliorer nos conditions de vie au quotidien, et c'est vraiment important que la jeunesse se saisisse de ces propositions. Il y a la question de la retraite à 60 ans. Alors déjà parce qu'arriver à 60 ans on a assez travaillé, assez cotisé, mais aussi parce qu'il y a des jeunes derrière qui attendent de trouver un emploi. On n'est même plus à la retraite à 60 ans, ouais. On est à 62. Oui, mais c'est justement une exigence qu'on arrête de demander qu'il n'y ait plus de recul et qu'on commence à gagner de nouveaux droits. La retraite à 60 ans, c'est un moyen aussi pour les jeunes d'avoir accès à des emplois. C'est quand même pas normal que nos parents continuent encore à trimer, alors que la plupart des jeunes sont encore au chômage. Et puis quand on voit le taux de chômeurs de plus de 55 ans, oui. On imagine bien. Et puis est-ce que à 55 ans, 57 ans, on n'a pas assez travaillé? Non, il y a des jeunes justement qui attendent d'avoir des postes, qu'on leur laisse, qu'on leur donne des opportunités. Le travail doit être partagé. On réduit le temps de travail, travaillons tous mieux, moins et autrement. Voilà, ce sera le message de la fin. Merci à tous les trois, Fanny, Victor et Édouard. Merci d'être passés. Merci. Merci à vous. Vous invitez bien sûr toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à vous retrouver cet après-midi. À 14h30, place du Paty, avec les jeunes communistes, avec les syndicats, avec toutes les personnes désirant se mobiliser. C'est ensemble qu'on est les plus forts et qu'on gagne. Dans la rue pour gagner. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci à tous les trois. Voilà, c'était un point de vue parmi d'autres, mais en tout cas un point de vue qui méritait d'être mis en perspective dans le cadre de cette manifestation cet après-midi du côté de la place du Paty. Voilà, on arrive au terme de notre émission. On a un peu débordé, mais on avait beaucoup de sujets à développer ce matin. Le MAG avec William sur ses deux ailes. Eh bien voilà, on arrive au terme de notre émission. Merci d'avoir passé ces 4 heures en notre compagnie. On se retrouve bien sûr dès samedi prochain, même endroit, même heure. Un grand merci à celles et ceux qui réalisent à mes côtés cette émission, à savoir bien sûr JB, qui est devenu maintenant comédien, on l'a appris tout à l'heure. Merci à Safia aussi, qui accueille toujours ici avec beaucoup d'attention nos invités. Un grand merci aussi à Jean-Paul, Patrice, Déborah, et puis bien sûr un acolyte, Dominique, qu'on retrouvera aussi la semaine prochaine. Bye bye.